Bonjour à tous, eh bien c'est l'heure de notre Facebook Live. Je vous avais promis 23 heures. J'ai même dépassé de quelques minutes, pardonnez-moi pour ce léger retard. Là, je vous parle en direct de Montréal. Montréal où je suis présente dans le cadre de la mission que m'a confiée le Premier ministre, et je suis venue rencontrer aux autorités consulaires l'organisation de notre consulat sur place, et puis la communauté, une partie de la communauté française de Montréal, et essayer d'obtenir auprès d'eux des informations sur comment fonctionne le consulat. Et puis, comme je vous l'avais dit, comme je vous ai les informations que je vous ai envoyées par email, que vous avez dû recevoir, le grand questionnaire, avoir vos témoignages, vos retours d'expérience sur la fiscalité, la protection sociale, les simplifications des démarches et le retour en France. Voilà, donc je voulais vous parler de tout ça. Alors, depuis notre dernier Facebook Live, et qui était donc, là nous sommes en avril, c'était donc en mars dernier, eh bien l'essentiel de mon temps a été consacré évidemment à la mission parlementaire, mais pas seulement. Pas seulement parce que je suis sur d'autres projets également, et pas seulement sur la mission. D'abord, je suis rapporteur aussi sur une autre mission qui est liée à l'OPEXT, et une mission qui est consacrée, nous sommes 4 parlementaires, 2 sénateurs et 2 députés, et il s'agit pour nous d'évaluer les agences d'évaluer comment fonctionnent les agences d'évaluation européennes des produits phytosanitaires, tout ceci en marge de l'histoire du Monsanto, du Roundup, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, vous savez, ce désherbant qui pose pas mal de problèmes, de questions phytosanitaires. Donc je suis rapporteur sur cet avis. J'ai également un projet que je mène toujours avec l'OPEXT, au cours duquel j'étudie quels sont les moyens qu'utilise notre recherche française pour assurer l'intégrité scientifique de ces travaux. C'est un sujet très important que je mène. Donc j'ai fait depuis ces dernières semaines un bon nombre d'auditions de responsables dans des autorités de recherche comme l'INSERM, comme l'INRA, comme donc la recherche agronomique, la recherche médicale. J'en oublie, j'ai eu le CNRS, j'ai plusieurs instances de recherche, j'ai eu l'Institut Pasteur, voilà. Et l'idée, c'est de voir, de comprendre, de les interroger sur quels sont les outils qu'ils ont mis en place pour que leurs chercheurs puissent effectuer des recherches, effectuer des travaux dans de bonnes conditions d'éthique et d'intégrité scientifique. Je pense qu'à l'heure des fake news, c'est un sujet sensible. J'aurai certainement l'occasion de vous en reparler, mais c'est un sujet qui me tient à cœur dans mon activité précédente. J'étais très sensible à l'information que l'on donne au grand public. Moi, c'était surtout de l'information médicale, mais vous savez qu'en termes de santé, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, dont beaucoup sont fausses, ou imprécises, ou imparfaites. Et alors moi, par ma formation, j'ai à cœur de donner une information qui soit le reflet de ce que dit la recherche aujourd'hui, l'état de la science aujourd'hui. Et les appréciations personnelles, les impressions, j'essaie de mettre ça à distance. Pardon. Voilà, donc, vous voyez qu'en marge de la mission que m'a confiée le Premier ministre sur notre situation de Français à l'étranger, d'autres sujets m'intéressent également. L'air à Montréal est très sec. Il neige d'ailleurs à l'heure où je vous parle. Les intérieurs sont très très chauffés. Je me suis posé la question de savoir quelle était l'écologie et la conscience écologique qu'avaient les Canadiens, tellement les intérieurs sont chauffés. Donc c'est sans doute ça qui me provoque une petite quinte de toux, mais ça va passer. Alors, voilà donc les choses dont je voulais vous tenir au courant, les projets sur lesquels je travaille. Tout ceci me laisse fort peu de temps pour être présente en commission des affaires étrangères et en hémicycle. Malgré tout, je suis allée assister à plusieurs débats sur le projet de loi en cours Asile-Immigration, qui est un sujet important. Et je voudrais d'ailleurs vous tenir au courant d'une situation que je trouve assez intéressante.
Il a beaucoup été question ces derniers mois des députés de la République En Marche comme étant des députés godillots, aux ordres, etc. Alors voilà un sujet de loi, le projet Asile et Immigration, sur lequel nous avons des sensibilités très différentes, souvent parce que certains d'entre nous ont été très investis auprès de communautés de migrants. Et du coup, ça leur donne une sensibilité, une émotion personnelle tout à fait légitime à l'égard de la situation, de la façon dont nous accueillons les migrants en France. Eh bien, on voit bien qu'il y avait donc des différences de perception importantes au sein de notre groupe qui ont donné lieu à des débats extrêmement riches, extrêmement nourris, extrêmement intéressants, toujours très calmes, très apaisés. Évidemment, les médias rêveraient avoir des bons échos leur disant qu'il y avait des tensions, etc. Mais pas du tout. C'était extrêmement intéressant. Et tout ça pour réussir à converger vers un point de vue commun qui sera celui que nous défendrons ensuite en commission puis en hémicycle. Donc voilà, un exemple typique de projet où non, les députés de la République En Marche ne sont pas des godillots, ce sont des gens qui réfléchissent, qui pensent, qui débattent, qui échangent, qui argumentent et qui convergent vers un point de vue commun. Donc voilà, je voulais vous en faire part parce que je trouve que parfois les médias donnent une image un petit peu différente de ce que je suis en train de vous raconter. Moi j'y étais, vraiment. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Par exemple, j'ai beaucoup échangé avec une députée dont on parle assez régulièrement sur ce projet de loi, qui est la députée Sonia Crimi, députée de la Manche, qui trouve, elle, pour sa part, que le projet de loi, elle aurait souhaité l'avoir un petit peu plus... un peu plus ambitieux. Eh bien, j'ai beaucoup échangé avec elle et elle a compris petit à petit certains points. Elle nous a fait partager certains autres points. Et donc, c'était vraiment intéressant d'échanger avec Sonia, qui est une fille très intéressante, qui comprend bien le sujet et qui est capable d'écouter en même temps d'autres points de vue pour le faire évoluer sur certains points. Donc, moi, ce que j'ai retenu de ce projet, alors je ne suis pas du tout une spécialiste de l'asile et de l'immigration, j'ai retenu surtout qu'il y avait, parfois la France n'était pas à la hauteur de ses ambitions en matière d'accueil. Moi, personnellement, s'il y a un point que j'ai défendu, et je ne sais pas où ils en sont d'ailleurs, c'est que je souhaite qu'un migrant qui arrive en France, à partir du moment où il a fait sa demande d'asile, qu'il ait immédiatement l'autorisation de travailler, car nous avons parmi les migrants des gens qui sont qualifiés, qui ont des expériences professionnelles. Aujourd'hui, j'ai compris, si j'ai bien compris ce qui m'a été expliqué, que les migrants ont besoin d'attendre le traitement de leur demande d'asile avant d'être à nouveau autorisés à travailler. Or, on sait qu'aujourd'hui, les demandes peuvent prendre jusqu'à 24 mois. Et moi, je suis tout à fait défavorable au fait qu'on soit coupé de son métier, de son expérience professionnelle pendant une durée aussi longue. Donc c'est pour ça que moi j'ai personnellement, après avoir échangé avec pas mal de députés qui avaient beaucoup travaillé auprès des migrants, beaucoup de députés aussi qui sont soucieux des droits de l'homme, j'avais à cœur de pouvoir leur permettre d'exercer leur métier, leur profession, afin de ne pas perdre pied et de pouvoir garantir une meilleure insertion à l'issue de cette demande d'asile, insertion qu'elle soit ou chez nous parce que la demande d'asile a été acceptée, ou dans un autre pays ou chez eux si la demande d'asile a été refusée, qu'ils doivent donc quitter la France. Je pense que c'est important, c'est une question de dignité humaine, de respect de l'être humain. On a une expérience professionnelle, on ne peut pas rester 6 mois, 12 mois, 24 mois sans pouvoir exercer cette activité. Donc voilà, ça c'était sur le projet Asile-Immigration. Donc pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup de réunions en hémicycle. En hémicycle, je n'y suis pratiquement plus en ce moment. D'ailleurs, la loi et le règlement de l'Assemblée nationale donnent une dérogation aux parlementaires qui sont en mission pour ne pas être présents en commission puis en hémicycle, parce que la charge de travail qu'on nous donne est tout à fait incompatible. J'ai d'ailleurs été interrogée aujourd'hui sur la charge de travail liée à cette mission. La charge de travail est juste, oui, très importante. Donc, effectivement, ça me laisse peu de liberté pour faire autre chose que les 3 missions dont je vous ai parlé. La grosse du Premier ministre sur les Français à l'étranger et les 2 autres sur des sujets beaucoup plus scientifiques. Voilà. Mais je reste néanmoins très au courant, très proche de ce qui se dit, parce que nous avons des revues de presse et des revues d'actualité qui nous sont adressées tous les jours.
Et ça, c'est important. Ça me permet aussi de garder un œil. D'ailleurs, vous savez, je vous l'ai dit, je compte sur vous, sur tous les projets de loi qui sont présentés. Et si vous voyez un jour dans un projet de loi un article, un élément pour lequel vous dites, tiens, là, dans ce projet, moi, j'aimerais qu'on y insère tel ou tel amendement ou tel article, soyez sûr que vous pouvez m'envoyer cette suggestion et que j'en tiendrai compte et que si cela est possible, je la porterai et la défendrai. Donc en tout cas, transmettez-moi vos idées, vos suggestions. Ce n'est pas seulement pour ce qui vous concerne comme Français à l'étranger, mais ça peut être aussi beaucoup plus précisément sur des lois qui sont en cours ou en projet de débat. À propos de lois justement aussi, quelque chose d'important qui vous concerne, qui nous concerne comme Français à l'étranger. Il s'agit de notre protection sociale, de notre système d'assurance que nous pouvons mettre en place, que ce soit pour notre santé ou pour notre retraite. Et vous avez probablement tous entendu parler de la Caisse des Français de l'étranger, qui est un organisme privé, chargé d'une mission de service public, mais ça n'est pas une caisse de sécurité sociale. C'est un organisme qui assure le lien avec notre système de sécurité sociale, mais la CFE n'est pas une caisse de sécurité sociale. Eh bien, cette CFE, elle a été créée en 1984. C'est une forme d'assurance qui a l'avantage de ne poser aucune question aux gens qui souhaitent y être affiliés, aucune questionnaire de santé, alors que la plupart des assureurs privés vont poser des questions et si y a certaines pathologies qui se présentent, vont refuser l'adhésion ou vont accepter l'adhésion en excluant cette pathologie. C'est aussi une assurance qui permet d'entrer dans le système jusqu'à l'âge de 68 ans, et une fois qu'on est dans le système, on peut y rester même au-delà de l'âge de 68 ans. Il faut simplement que la première adhésion se fasse avant l'âge limite de 68 ans. Donc c'est quand même, et après on peut y aller jusqu'à 80 plus, enfin il n'y a plus d'âge limite une fois qu'on est dans le système. Donc pour ces raisons-là, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir accès à la CFE, sans compter que ça donne la continuité avec notre système. Donc quand on rentre en France, on peut récupérer nos droits directement, que ce soit pour la retraite ou pour la maladie. Donc, y compris les indemnités journalières, si on a une indemnité journalière de maladie ou de maternité qui doit tomber, être perçue, être versée. Eh bien, cette CFE, elle a juste un problème, c'est qu'elle n'a que 170 000 adhérents, ce qui est fort peu, et elle est très chère pour des raisons historiques qui sont liées au fait qu'à l'origine, elle avait été créée pour accompagner les entreprises et la mobilité des cadres des entreprises. Aujourd'hui, nos profils ont complètement changé. Vous en êtes probablement les exemples les uns et les autres. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes partis sans le support d'une entreprise. Nous sommes partis spontanément pour créer une activité professionnelle ou trouver une activité professionnelle dans le pays où nous sommes. Et du coup, là, la CFE, qui représente les charges patronales et employés en même temps, donc une somme relativement importante. Quand on est en assurance volontaire, c'est des montants qui sont, pour certains d'entre nous, difficiles à assumer. Du coup, la CFE avait besoin de réformer sa grille tarifaire, sauf que, étant organisme privé chargé de mission de service public, elle ne peut pas changer ses offres tarifaires sans en passer par la loi. La loi lui donnait un cadre, une façon de construire ses offres tarifaires qui ne répondait pas aux exigences, aux besoins qu'a la CFE aujourd'hui. Il faudrait surtout qu'elle ait beaucoup plus d'adhérents pour avoir, in fine, des tarifs beaucoup plus compétitifs. Donc, le projet de loi a été présenté par nos collègues sénateurs et il y a quelques semaines a été voté à l'unanimité de tous les sénateurs. Et maintenant, eh bien, il reste à passer par la case Assemblée nationale au plus vite et en espérant que tout ceci puisse aboutir pour que, au 1er janvier prochain, la CFE soit prête à lancer ces nouvelles offres et ces nouvelles grilles de tarifs et ces nouvelles grilles de garantie. Et les sénateurs m'ont demandé de porter ce projet de loi à l'Assemblée nationale, ce que j'ai accepté bien volontiers. Et nous sommes en train de discuter avec l'Assemblée nationale, avec son bureau, et il est possible que ce projet de loi soit présenté, en tout cas nous l'espérons et je le pousse, qu'il soit présenté au mois de juin prochain. Donc ça serait une excellente chose. L'idée étant que ce projet de loi ayant été déjà voté à l'unanimité au Sénat, l'idée c'est qu'il soit voté à l'Assemblée nationale également à l'unanimité, ça serait formidable, et surtout sans amendement, sans modification, de
façon à ce qu'on puisse directement l'adopter et qu'il n'y ait pas une nouvelle navette avec le Sénat. Donc j'aurai à cœur de défendre ce texte en l'état pour pouvoir aider la CFE à se réformer. Donc vous voyez que ça fait une possibilité importante d'offrir une continuité de la protection sociale. Et c'est donc c'est le deuxième pilier de la mission que m'a confiée Édouard Philippe, le Premier ministre. Dans les activités que je mène, donc je vais quand même vous dire un petit mot de la mission, d'autant que je vois une question là qui s'affiche. Alors les questionnaires, on a eu, si ma mémoire est bonne, 970 000 questionnaires envoyés, 970 000 emails. Un certain nombre de ces emails sont revenus, je n'ai plus le chiffre en tête, mais quelques-uns, il y a eu un pourcentage de mails non distribués, des gens qui ont changé d'adresse, qui n'ont plus le même email. Et puis, sur ces 900 et quelques mille restants, il y a 2 jours, je vais voir si mes assistants peuvent me donner le chiffre plus précis, il me semble que nous étions à un peu plus de 19 000 réponses, 19 500 retours. C'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Alors ça paraît beaucoup à traiter, oui, ça va être un sacré travail de traiter tout ça, mais c'est pas assez significatif par rapport au nombre d'emails auxquels ça a été envoyé. Donc si autour de vous, vous avez des gens, des moyens dans vos réseaux sociaux, dans vos emails, dans vos mailings personnels, de relancer des gens que vous connaissez, n'hésitez pas, incitez-les à le faire. Vous avez vu, si vous avez fait le questionnaire, qu'au début, par exemple, je pose plein de questions sur comment êtes-vous, est-ce que vous êtes salarié, est-ce que vous êtes retraité, est-ce que vous êtes étudiant, est-ce que vous êtes chef d'entreprise, etc. Et tout ça, c'est parce que j'ai besoin des données. Quand je vais interroger les impôts, ils vont me parler de contribuables. Mais est-ce qu'il est français, pas français, on ne sait pas. Et puis les revenus qu'il a, il les touche de quoi? Du travail, d'une rente, d'une pension de retraite, d'une pension de reversion, je ne sais pas. Et j'ai besoin d'avoir toutes ces données pour cerner au plus près cette communauté, parce que même nos autorités, pour pouvoir adapter les services que nous avons, pour pouvoir adapter les offres, par exemple de la CFE que nous avons, il faut bien qu'on sache à quoi vous ressemblez. Il faut bien qu'on sache un peu quelle est votre forme de protection sociale. Je vous ai demandé dans le questionnaire, est-ce que vous êtes à la CFE? Est-ce que vous êtes dans une mutuelle privée? Est-ce que vous êtes dans le régime de votre pays? Tout ça, on a besoin de le savoir pour pouvoir répondre avec des services et des produits les plus adaptés possibles. Donc on pourra répondre à ce questionnaire jusqu'à fin avril, donc il y a encore 2 bonnes semaines, 3 semaines plutôt, 3 bonnes semaines. Donc je vais voir s'il est possible de faire un renvoi, mais ça, il faut que je vois, c'est le ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de l'envoi du questionnaire. Donc moi je n'ai pas accès aux adresses, il faut savoir que le fichier je ne l'ai pas. Donc je ne peux pas du tout le corriger, c'est que le ministère des Affaires étrangères qui l'a. Il s'agit donc du registre des Français inscrits au registre des Français de l'étranger, qui peut être un fichier un peu plus large que le fichier des gens inscrits sur une liste électorale, parce que nous sommes encore dans une époque où on pouvait encore s'inscrire sur une liste électorale sans être inscrit au fichier. Donc, ce sont des gens inscrits au fichier. Non, c'est plutôt le contraire. On peut être inscrit au fichier sans être inscrit sur la liste électorale. C'est dans l'autre sens. Voilà. Donc, on peut encore répondre à ce questionnaire et j'essaierai de faire une relance. Ça, c'est important. Alors, je vois aussi Amélie qui me parle de la fermeture de la médiathèque. Alors, Amélie, merci beaucoup de m'informer de cette fermeture de la médiathèque. Je n'étais pas au courant. Ah, alors, attendez, sauf s'il s'agit, peut-être qu'il s'agit de la fermeture liée aux travaux qui vont avoir lieu. Je crois que c'est ça, me semble-t-il. Et du fait des travaux... ils ont été obligés de réutiliser une partie locale de la médiathèque, je crois, pour y loger un certain nombre de services de notre poste à Séoul. Je crois que c'est ça. Alors, si c'est bien ça, j'avais été mise au courant du problème par l'ambassadeur quand j'étais passée à Séoul. Et la difficulté, voilà, un exemple de difficulté typique. Travaux à notre ambassade à Séoul. Pendant ce temps-là, des locaux qui étaient dans l'ambassade qu'il faut délocaliser parce qu'il faut bien les mettre quelque part et que les services fonctionnent. Et les services aux Français, les renouvellements de passeports, les visas pour les étrangers, il faut bien les assurer quand même. Et l'État français n'avait pas les ressources financières pour pouvoir louer un autre lieu et où on pourrait abriter temporairement nos services le temps des travaux qui, je crois, vont durer 2 ans, il me semble, 1 an ou 2 ans. Donc si c'est ça,
Évidemment, c'est infiniment regrettable que la médiathèque soit fermée. J'ai eu encore d'échanger tout à l'heure avec une jeune femme, c'était très, très touchant ce témoignage, qui est à Montréal, mais qui a été élevée en fait en plein lycée français à l'étranger, et qui nous disait qu'à chaque fois, dans chaque ville où elle est passée à l'étranger, le point essentiel, c'était le centre culturel français, par exemple une médiathèque. À l'époque, ça s'appelait peut-être pas une médiathèque, où les Français pouvaient se retrouver et avoir ce noyau de culture qui les raccrochait de façon très, très solide et très, très affective même à la France. Donc oui, je ne peux que regretter la fermeture de la médiathèque, mais si j'ai bien compris et si le lien est juste, il s'agit d'une fermeture temporaire, elle réouvrira derrière. C'est vraiment lié à une période particulière à traverser. Mais ça vous met le doigt sur la difficulté qu'ont aujourd'hui nos postes diplomatiques. Ils font face à des contraintes budgétaires considérables. Alors je vais quand même vous dire quelque chose qui m'a fait infiniment plaisir cette semaine. Cette semaine, dans le cadre de la mission, vous allez voir le lien, j'ai rencontré un des responsables du projet de transformation de l'action publique, donc en gros de transformation de la fonction publique, de nos administrations en France. Oh, j'ai trouvé quelqu'un d'incroyable. Franchement, si tous nos fonctionnaires sont à l'image de la créativité, de l'innovation, de l'esprit d'entreprendre, d'être visionnaire de ce monsieur, c'est bluffant et c'est très encourageant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lui, justement, il a une vision qui est la suivante. C'est aujourd'hui, parce que l'État a besoin d'argent, parce qu'il faut réduire la dépense publique, parce qu'il faut réduire notre déficit, l'État et notre ministère des Finances est dans une logique de couper des budgets. Alors, vous me voyez à nouveau, excusez-moi, il y a apparemment une petite pause, j'espère que l'hôtel va pas avoir d'interruption de la connexion Wi-Fi. Donc, là, donc pour revenir à mon propos, donc le ministère des Finances a vraiment pour objectif de couper des budgets partout. Et l'impact que ça a sur nos consulats, sur nos postes, parce que j'ai travaillé précisément sur les budgets de nos ambassades et de nos consulats, enfin, vous n'imaginez pas, il n'y a plus rien. Il y a des postes dans lesquels faire partir un agent en vacances devient un problème, parce que quand il part en vacances, les fonctions qu'il a, les missions qu'il assume, il n'y a personne de disponible autour de lui pour l'assumer. Donc ce sont des services entiers qui ferment pendant que nos agents sont en vacances. Et là, j'ai encore eu information qu'à Kyoto, on va couper des postes au consulat. Voilà, c'est à Kyoto, donc au Japon. C'est extrêmement inquiétant parce que petit à petit, nos services perdent en moyens, en outils. Et tout ça, comment le faisons-nous? C'est que pendant ce temps-là, on fait grossir les missions des uns et des autres. Donc on dit à un agent, dans votre bureau, là, vous êtes 3, ben écoutez, là, ce que vous faites à 3, vous le ferez à 2 maintenant, hein, puis ça ira bien comme ça. Oui, seulement eux, ils se retrouvent avec un boulot comme ça devient compliqué pour prendre des congés, et n'arrivent plus à s'en sortir. Eh bien, ce monsieur que j'ai vu cette semaine pour la transformation de l'action publique, il a un autre raisonnement, dont il dit qu'il va conduire à des économies, mais par un autre chemin. Il dit, aujourd'hui, pour faire des économies, on coupe les budgets. Et on ne réfléchit plus au sens de la mission de nos agents. Eh bien, lui, il dit, on ne va pas faire comme ça. On va partir dans l'autre sens. On va s'intéresser à, ok, dans mon service public ici, qu'est-ce que l'usager vient chercher? Et lui, il s'est aperçu en étudiant différents services que quand un usager ne trouve pas tout de suite ce qu'il est venu demander, quand sa demande est complexe, quand on ne sait pas lui répondre, quand il n'y a pas les outils pour lui répondre, du coup, sa demande va être traitée avec un temps beaucoup plus long. Et pendant ce temps-là, c'est un temps plus long, ça veut dire du personnel, ça veut dire donc des budgets. Donc tout ceci est coûteux pour l'État. Donc lui, le raisonnement de ce monsieur, c'est de dire, on va complètement inverser le phénomène, on va maintenant s'intéresser au service à l'usager, on va voir comment on peut améliorer son service, on va voir comment on peut faire qu'il obtienne ce qu'il demande le plus efficacement possible, sans avoir besoin d'aller-retour, évidemment sans avoir besoin d'aller jusqu'à un contentieux. En faisant ça, j'aurai donc des services administratifs qui seront soulagés d'abord de l'agressivité qui peut se dégager de nos ressortissants qui n'ont pas tout de suite ce qu'ils veulent, soulagés d'un temps inutile perdu à aller reprendre un dossier, à aller retrouver le formulaire qui va bien ou que sais-je, toutes ces petites choses qui peuvent ralentir un service public. Et au bout du compte, j'aurai donc un service qui va mieux fonctionner, donc qui sera moins coûteux. Donc le raisonnement est très intéressant et il se trouve que les consulats seront les
parmi les toutes premières administrations identifiées pour participer à ce grand plan de transformation. Donc, ne soyez pas surpris dans les mois qui viennent, si vous allez interagir avec votre consulat, si vous voyez une enquête de satisfaction qui vous est soumise, qu'elle soit directement quand vous y allez ou par email après une fois que vous êtes rentré chez vous, répondez. Je vous encourage à répondre à cette enquête de satisfaction parce que ça va aider nos consulats en voyant, en mesurant la satisfaction de l'usager. Ça va aider nos consulats à améliorer leur offre de service, à être plus performants, à être plus efficaces et au bout du compte, à pouvoir participer à l'effort demandé sans qu'on coupe des têtes et sans qu'on coupe des budgets de façon volontaire. Il y aura une réduction naturelle des coûts sans que ça soit brutal et imposé de façon très verticale par, en l'occurrence, Bercy et le ministère des Finances. Voilà, donc ça, je voulais vous en parler parce que vraiment, c'est très encourageant. Alors, en marge de tout ça, moi je considère que l'un des outils les plus utiles, c'est le téléphone mobile. Et une application sur téléphone mobile est un outil qui me semble aujourd'hui indispensable, bien plus qu'un site internet. On sait qu'un site internet sur téléphone, ça prend beaucoup de temps à charger. Donc moi je défends l'idée d'avoir une application mobile dédiée au ministère des Affaires étrangères. Je vous le donne en scoop, mais ça sera une des recommandations que je vais déposer dans le rapport et qui vous permettrait à vous d'accéder directement à de l'information, qui vous permettrait à vous aussi d'aller signaler quelque chose qui ne va pas ou qui vous manque. Et puis, éventuellement, idéalement, j'aimerais que vous puissiez, depuis cette application, accéder à votre espace personnel, vous enregistrer sur le registre consulaire, signaler votre changement d'adresse, faire toutes ces formalités, avoir aussi une sorte de bibliothèque personnelle. Vous pourriez mettre en permanence votre copie de passeport, votre copie de carte d'identité, votre copie de permis de conduire, votre copie de carte consulaire, de façon à ce que si vous aviez besoin d'accéder à ces documents, parce que par exemple vous les avez perdus, vous sauriez que là, sur votre espace personnel, ils y sont. Donc ça, l'application, moi j'y tiens. Et alors, je vais encore un cran plus loin. L'application, on a tous dans nos téléphones la possibilité, on choisit, on le fait ou pas, nous pouvons choisir de nous géolocaliser. Vous pouvez dire, d'ailleurs vous pouvez même le faire par application. Celle-ci, je veux bien qu'elle me géolocalise, celle-là, je veux pas, celle-là, oui, etc. Donc on pourrait imaginer que cette application, vous décidiez, vous, de dire, ok, je veux bien que l'application du ministère me géolocalise. Et après ça, quand on est dans des pays à risque sismique, à risque naturel, à risque politique, à risque terroriste, que sais-je, ça permettrait à notre consulat de vous géolocaliser et d'aller plus vite à votre contact si c'était nécessaire. Donc ça, j'ai déjà discuté avec des consuls qui sont très intéressés par cette idée d'application pour laquelle, pour des raisons de vie personnelle, il faut laisser le libre choix à chacun d'être géolocalisé ou non. Mais si vous activez cette fonction, ça serait un plus pour nos autorités, pour nos autorités consulaires qui sont là à nos côtés. Donc voilà, un truc intéressant. Autre piste, alors je ne vais pas tout vous dire parce que j'aurai plein de recommandations dans la mission, mais autre piste. Ça, c'est en venant à Montréal que j'ai eu cette idée-là. Quand on parle d'accès aux services publics, je sais bien ce que le Premier ministre avait en tête quand il m'a écrit sa lettre de mission. Il avait en tête que je m'intéresse au consulat, que je vois comment ça se passe dans les consulats, qu'est-ce que je peux améliorer, proposer comme piste d'amélioration dans le fonctionnement de nos consulats. Mais moi, à force de tourner, là, vous avez vu, je suis passée à Beyrouth, à Dubaï, et puis quand je viens vous voir, je suis passée à Kuala Lumpur, j'étais passée à Jakarta. Quand j'ai des réunions publiques et que je parle avec les uns, avec les autres, les difficultés rencontrées, ce n'est pas tellement avec les consulats, c'est avec nos administrations en France. C'est la Sécu en France, c'est les impôts en France, c'est la préfecture, c'est la caisse d'allocation familiale, ce sont des organismes comme ça. Et là, on se rend compte que si nous avons une difficulté à les contacter, à obtenir de l'information de leur part, parfois, eux, la petite caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul, avoir un expat français qui rentre de Corée, elle n'en a pas souvent, elle n'en a pas tous les jours. Donc quand une question se pose, ou aujourd'hui de Montréal avec la convention de sécurité sociale entre la France et le Canada et le Québec, la caisse de primaire d'assurance maladie de Vesoul, ou de Brive-la-Gaillarde, elles ont sans doute jamais vu. Donc elles ont elles aussi besoin d'un outil qui leur permette de
poser des questions et d'avoir l'information tout de suite en disant « En fait, j'ai un Français, là, il rentre de Chine, il y a une convention avec la Chine, il y a quoi, il y a quelque chose, et qu'est-ce que je fais, comment je la traite ?» Donc on voit bien qu'il faudrait qu'il existe une plateforme unique sur laquelle on trouve des experts qui ont des compétences en mobilité internationale, que ce soit sur le plan de la fiscalité, de la protection sociale, et des experts qui pourraient être personnes ressources pour nous, usagers. Moi, je me pose la question, tiens, je suis là à Montréal, et puis je me dis, tiens, j'aimerais bien rentrer en France. Au fait, comment je vais faire pour, qu'est-ce que je dois faire là pour faire jouer la Convention de sécurité sociale? J'aurai ce centre de ressources pour me répondre. Et de l'autre côté, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul, le Centre des impôts de Brive-la-Gaillarde, qui a traité un dossier de succession avec un Français établi en Inde, eh bien, il n'a pas les compétences, il ne sait pas faire, mais il sait que sur cette plateforme, il pourrait trouver les personnes compétentes. Et là aussi, on pourrait imaginer une partie de cette plateforme disponible sous forme d'application, car une partie des informations qu'on peut avoir de manière écrite, mais d'autres où il faut pouvoir interagir avec une personne. Donc ça serait intéressant. Donc voilà une deuxième piste. Alors, je vois quelqu'un qui pose la question de savoir si l'application que je proposais tout à l'heure serait différente de servicepublic.fr. Alors, en fait, il faudrait que l'espace personnel auquel nous avons accès via servicepublic.fr soit disponible sur l'application. Ensuite, si ce site n'est pas pratique, alors je vous en supplie, si vous avez une description du côté pas pratique de ce site, mais c'est le moment ou jamais. Envoyez-moi vos remarques, mettez-moi un email, décrivez-moi la situation, et moi je vais pouvoir après argumenter. Parce que si je me contente de dire dans le rapport, ah puis alors vous savez, on m'a dit que le site il n'était pas très pratique, les gens vont me dire, bon, comment ça, donnez-moi un exemple. Et là, si vous pouviez m'envoyer votre exemple, ça m'arrangerait. Comme ça, je vais pouvoir enrichir mon rapport et dire, ben voilà, un exemple concret de situation où c'est pas pratique, c'est pas commode, où ça fonctionne pas. Donc, le site d'enregistrement sur la liste électorale, par exemple, aujourd'hui, il semblerait que les mineurs ne puissent pas s'y inscrire. Alors, les mineurs, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'un mineur a besoin de s'inscrire? Ben si, il y a un certain nombre de pays où nos enfants vont faire leurs études supérieures, et pour certains, vous savez qu'en France, on passe le baccalauréat l'année des 18 ans, mais si on a ces 18 ans en décembre et qu'on commence son année universitaire, je ne sais pas où, dans quel pays, en septembre, eh ben on n'a pas encore 18 ans. Donc on ne peut pas encore s'inscrire sur le registre électoral. Donc voilà un petit bug qu'il va falloir corriger. Donc tout ça, je l'ai su comment? Je l'ai su parce que c'est ce soir une jeune fille étudiante qui m'a signalé le problème. Donc là, je rebondis sur ce que vous m'avez dit. Si le site servicepublic.fr n'est pas pratique, surtout, mettez-moi un email, mission@anjonte.fr, et je serai ravie de pouvoir enrichir mon rapport avec un exemple concret de ce qui mériterait d'être amélioré. Donc tout ça, j'en ai besoin. Ça, c'est donc pour la mission. Alors j'aurais beaucoup de choses à dire. Donc je vais bien centrer mon rapport, présenter mon rapport sous l'angle tant de propositions, tant de recommandations, et puis aussi tant d'avancées, parce que dans le rapport, vous verrez qu'il y a des, je vous l'avais dit, il y a des situations pour lesquelles ce qui existe fonctionne bien. Donc ce n'est pas la peine de le remettre en question. Mais il y aura peut-être un nouvel outil qui va être apporté, un outil informatique ou que sais-je, ou un petit bout de la procédure un peu modifié. Donc l'état d'esprit général du dispositif fonctionne bien, on va juste l'améliorer. Donc là, je vais parler d'avancées, puis parfois, c'est des choses qui sont déjà dans les tuyaux, donc des choses qui sont déjà préparées, donc je ne vais pas les présenter comme une proposition de ma part, je ne vais pas m'approprier quelque chose qui a été décidé avant. Donc l'idée, c'est juste de pouvoir proposer, mettre en lumière des décisions qui ont été prises et qui vont vraiment constituer une avancée de nos services publics, la fiscalité ou la protection sociale. Donc le rapport aura des propositions, une liste d'avancées en cours, et puis dans tout ça, illustré avec des cas concrets pour que ça parle et que ce soit vivant. L'état d'esprit général, c'est, je vous l'ai déjà dit et je le défends, et quand je vois comment les réactions sont positives par rapport à ça, je ne veux plus qu'on parle de Français établis à l'étranger. Je ne veux plus qu'on en parle. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité parce que, ok, on est établi à l'étranger, mais nous sommes une communauté qui n'est pas figée,
Il y a certaines villes où la communauté est renouvelée à 30% tous les ans, 30% qui s'en va et des nouveaux qui reviennent. La mobilité me semble être un terme beaucoup plus adapté. Le français qui va partir à l'étranger ou qui est à l'étranger ou qui va revenir, c'est plein de gens différents et c'est des gens qui bougent tout le temps. Donc moi j'ai besoin, je vous l'ai dit, combien j'ai besoin que mes collègues en France soient sensibles à ce que je leur raconte et se disent « Ah ouais, quand même, ce qu'elle propose là, oui, elle a raison, il faut que je la soutienne. » Et ça, j'aurai leur adhésion seulement si eux se disent « Ah ouais, mais un Français à l'étranger, c'est mon voisin de palier, c'est mon collègue, c'est mes enfants, c'est mon oncle, c'est ma tante, etc. » Donc c'est plein de gens. Erasmus, il y a plein de jeunes qui partent en Erasmus. Et l'Erasmus, il n'est plus seulement européen, il y en a qui partent aussi ailleurs dans le monde par Erasmus. Donc le Français qui est à l'étranger, c'est un Français qui est d'abord mobile, et c'est cette mobilité qu'il faut accompagner. Donc mon rapport, l'état d'esprit de mon rapport, c'est comment faire pour que la mobilité des Français soit plus fluide. Donc ça me paraît extrêmement important, c'est comme ça que je vais le présenter. Alors, j'essaie de prendre les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. J'ai quelqu'un qui revient sur la médiathèque. Alors, je vais reprendre. Alors, ce serait une fermeture définitive de la médiathèque. Alors, permettez-moi, je note ça tout de suite, parce que ce n'est pas du tout l'information que j'avais reçue. Et si vous voulez bien me mettre un email en plus, et me dire un petit peu, me donner un petit peu de contexte, ça me permettrait d'avoir une information qui ne soit pas seulement l'information côté post-diplomatique. Je serais ravie d'entendre votre point de vue. Qu'est-ce qui vous a été dit? Qu'est-ce qui ne vous a pas été dit? Quelles sont les questions que vous avez posées sur cette fermeture de médiathèque et pour lesquelles vous n'avez pas eu de réponse? Si vous pouviez me faire un email me résumant, alors là l'email c'est mon email Assemblée nationale, hein, anne.genetet@assemblée-nationale.fr. Surtout, mettez-moi une petite description courte de ce qui a été fait ou pas fait et ça m'aiderait beaucoup pour pouvoir ensuite aller interroger notre poste consulaire et voir quelles sont les différences de réponse. Alors, je vais essayer de répondre au fur et à mesure. Je crois que j'avais une autre question qui est tombée. Alors, voilà, je vais essayer de tout lire. Alors, le service public n'est pas pratique. Tentez de mettre à jour mon adresse à Singapour. Et bien, malgré cela... Ah! Alors, il ne prend pas en compte mon numéro d'appartement. C'est pas vrai. Eh ben voilà, d'accord. D'accord. Alors, merci Alex pour cette remontée. Alors, j'avais déjà appris, on m'avait déjà dit dans un consulat que signaler son changement d'adresse n'était pas forcément très facile. Eh bien, parfait. Un exemple très bien. Alors, je l'ai dans plein d'administrations, mais franchement, à l'étranger, je ne pensais pas qu'ils auraient fait un truc pareil. Oui, aujourd'hui, quand on va interagir avec un certain nombre d'administrations en France, il n'y a pas la ligne pour mettre le pays. Le code postal, il a toujours 5 chiffres, il n'en a pas 6. Le numéro de téléphone, il a toujours 10 chiffres, on ne peut pas mettre l'indicatif du pays. Enfin voilà, je vous en passe, vous avez tous connu ça, nos services publics en France ou nos opérateurs qui n'ont absolument pas la case ici qui s'appelle international. Et pourtant, je viens de le dire juste avant, ça concerne plein de gens, y compris chez eux, dans leur département de métropole. Donc, merci pour cette remarque excellente et je vais essayer de faire remonter l'information et de dire voilà, mais en tout cas j'avais déjà prévu de le faire pour les administrations en France. Alors là, j'avoue que si mon servicepublic.fr fait pareil, là je vais vous dire les bras m'en tombent. Bon, je vais vous dire pour l'inscription sur le registre consulaire. Mon servicepublic.fr, ça sert à d'autres choses aussi. Alors, d'autres questions que j'ai pu avoir. Alors Jean-Louis qui pose la question de la CFE qui envisage une adhésion uninominale et non plus par couple. Alors ça, non. Je ne sais pas où vous avez cette information, puisque le projet de loi de réforme de la CFE, c'est moi qui le porte. Je l'ai lu, et là, au contraire, il va y avoir des adhésions qui pourront être différenciées selon qu'on est seul ou en famille. Donc il y aura plusieurs packages possibles. Il n'y a pas du tout au projet de passer que à l'uninominal. Ça, c'est non. Ça, je suis sûre, parce que je viens encore de travailler sur le sujet. Donc là, je vous rassure, ce n'est pas du tout le projet de la CFE. Le projet de la CFE, c'est, comme je le disais tout à l'heure, permettre de passer d'un niveau de... je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus si j'évoquais le sujet, donc de 170 000
adhérents, ce qui est excessivement peu au regard du nombre de Français à l'étranger, pour des raisons qu'on peut comprendre pourquoi il y en a aussi peu. Mais en tout cas, un système assurantiel ne peut pas vivre avec un si petit nombre d'adhérents. Donc il faut énormément augmenter le pool d'adhérents pour pouvoir offrir des tarifs compétitifs. Donc c'est la condition pour devenir vraiment compétitifs, ce qui ne sont pas en ce moment. Pour le moment, ils sont extrêmement chers. Et ensuite, il faut qu'on ait toute la gamme des âges, parce que avec des tarifs, alors là, je peux vous dire, les tarifs seront différenciés par âge. Pourquoi? Moi, je m'étais dit, spontanément, je me dis, bah non, tout le monde devrait être au même prix, c'est un système un peu mutualiste, on mutualise les coûts. Non, si on fait ça, ça veut dire que ça serait assez cher pour ceux qui ont peu de risques et très en dessous du prix pour ceux qui ont beaucoup de risques. Et résultat, au bout d'un moment, ceux qui ont très très peu de risques se désengagent. Oh, écoutez, non, moi si c'est pour payer ce prix-là, moi j'y vais plus. Et au bout d'un moment, il y a ce qui s'appelle une anti-sélection et le pool des adhérents se rétrécit petit à petit jusqu'à ne plus être constitué que des affiliés qui sont les plus coûteux en termes de couverture santé. Et donc à ce moment-là, le système se casse la figure. Donc il faut équilibrer les cotisations en fonction des zones géographiques aussi. Vous verrez que, comme le font pour ceux d'entre vous qui sont chez les mutuelles complémentaires, il y a des niveaux de remboursement. Aujourd'hui, vous savez que la CFE également ne rembourse que sur la base du tarif de convention de la sécurité sociale. Et bien, dans son projet, elle ira au-delà de ça. Elle fera mieux que le tarif de convention de la sécurité sociale. Elle pourra faire mieux. Ça sera à vous de choisir. Vous pouvez rester sur un tarif de convention et tout ça avec la liberté de choix d'aller vers un niveau plus élevé ou pas. Donc vous voyez qu'elle va vraiment se diversifier, enrichir son offre pour répondre au mieux à vos attentes et à vos besoins. Donc ça sera pour le projet de la CFE. D'autres questions. Pour revenir, je vous ai un petit peu parlé de la mission, je vous ai dit l'état d'esprit dans lequel je me situais, ce que j'avais envie d'en faire, et pourquoi aujourd'hui j'ai également, pour finir sur la mission, tout un travail de discussion avec les cabinets ministériels, parce que je ne me fais aucune illusion, vous savez. Je suis bien consciente que ma mission, si j'arrive comme une élève bien sage, avec mon petit cahier au 1er juin, au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, voilà mon rapport, vous verrez, il y a des choses intéressantes, je vous en souhaite une bonne lecture, ça ne passera pas. Hein, il ne se passera rien du tout. Le Premier ministre, il va le prendre, il va le ranger, ça sera fini, au mieux, il fera lire à ses conseillers, et voilà. Ça ne marchera pas. Donc moi, j'ai jusqu'au 1er juin tout un travail de rencontre des cabinets, des conseillers, des ministres, pour pouvoir leur expliquer ce que j'ai en projet, pour pouvoir les convaincre, leur apporter des argumentaires, prendre mon temps pour leur exposer les constats et ce que je propose, et que lorsque je vais arriver avec mon rapport, ils se disent « Ah oui, non, mais là, ça c'est vraiment intéressant, ça, il faut que je puisse le mettre en œuvre. » Alors, je ne me fais pas non plus d'illusions. Si je fais 100 propositions, je ne suis pas sûre que les 100 soient retenues. Enfin, je me dis que c'est en proposant grand comme ça que j'aurai peut-être grand comme ça. Donc, il faut être ambitieux. Donc, je suis ambitieux. Je proposerai beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui soient réalistes pour notre administration. Et à chaque fois que je vais proposer quelque chose, je veux que derrière, notre haute administration, quand elle va lire le rapport, se l'approprie, vous voyez, en se disant « Ah oui, cette recommandation, ah oui, pour moi, en tant que service public, ah, ça vaut vraiment le coup, ça va m'aider. » Voilà, si j'arrive à avoir leur adhésion, ça sera vraiment intéressant. Alors, je vois une autre, et ça a plus de chances d'aboutir. Une autre question sur la COTAM. Alors, Jean-Louis, pour répondre, non, la COTAM alimente vraiment la maladie, ça c'est sûr. D'ailleurs, elle donne droit à une prestation maladie en contrepartie. Et là, ce qui s'est passé très précisément, donc vous savez que pour le moment, nous en sommes à un décret de suspension qui donc a suspendu à partir des cotisations du mois de mars, même si j'attire votre attention à tous, attention, apparemment certaines caisses de retraite ont continué encore au mois de mars, malgré le décret de suspension, à prélever la COTAM. Donc, je vous invite à être vigilant avec ça. Je sais qu'en plus, certains d'entre vous ne reçoivent. Alors, je vais juste faire un petit aparté parce que tout le monde n'est pas retraité. Pardonnez-moi les acronymes. Là, je parle entre initiés. Pour bien être précis, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, nous parlons là des retraités qui sont retraités du système français, qui touchent une retraite de source française et qui sont non résidents, qui sont à l'étranger. Et ces personnes-là sont soumises sur leur pension de retraite à une cotisation maladie qu'on appelle en abrégé COTAM.
Voilà, donc je parlais de cette COTAM qui a été augmentée très brutalement au 1er janvier dernier. Donc décret de suspension, plus de COTAM à partir du mois de mars. Et, bonne surprise, Monsieur Darmanin, donc ça je peux vous le dire Jean-Louis, Monsieur Darmanin, quand il est allé en Espagne, au Portugal, pardon, soutenir ma collègue qui est en réélection, Samantha Cazbonne, pour la 5e circonscription, Espagne, Portugal, Andorre, Monaco, a annoncé en réunion publique devant tout le monde que la COTAM serait les remboursements antérieurs, qu'il y aurait remboursement des sommes prélevées en janvier et février. Donc ça, c'est une bonne décision. Alors, est-ce qu'elle doit être supprimée ou pas? Jean-Louis, je suis en train d'étudier le sujet. Moi, je vais vous dire ce que j'ai constaté pour le moment. Ce que j'ai constaté, c'est que pour le moment, c'était un prélèvement qui ne tenait pas compte des revenus, du montant de la retraite. Bon, il a échappé, il vous a pas échappé, hein, que l'augmentation de 1,7, c'est rigolo, ça. Enfin, c'est rigolo, non, c'est pas drôle. C'est exactement l'augmentation de la CSG en France. Donc, si vraiment on doit faire le parallèle, première réaction, c'est pourquoi cette COTAM n'est pas modulée selon le niveau de la pension. Après tout, on pourrait faire comme c'est fait pour la CSG. Sauf que, là, il y a un problème. Par définition du fait de notre code de la sécurité sociale, une cotisation d'assurance maladie, elle peut être modulée selon le revenu. Elle n'est pas modulée selon le revenu, c'est toujours un pourcentage, mais le pourcentage est le même selon le revenu. Il n'y a pas de gens qui soient exonérés d'une cotisation maladie au prétexte que leur revenu est insuffisant. Tout le monde va cotiser. Donc de ce fait, je me trouve devant une situation où on a un prélèvement qui ne peut pas être modulé et qui du coup pénalise des revenus qui sont les plus faibles. Donc j'en suis là des constats. Maintenant c'est à moi d'aller discuter et c'est ce que je vais faire les semaines à venir après mes derniers déplacements pour essayer de voir. On en fait quoi de cette COTAM aujourd'hui? On est devant quelque chose qui a quand même l'air de ressembler à une impasse. Donc moi vous savez, j'arrive pas devant les gens en disant ça va pas. Ça va pas, il faut faire ci, il faut faire ça, ça marchera jamais. Moi j'arrive et je vais poser des questions. C'est bizarre. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on ne peut pas moduler? Pourquoi vous l'avez? Puis pourquoi 1,7? Et puis j'ai posé une autre question, Jean-Louis, qui n'est pas facile, je n'ai pas encore les réponses. J'ai demandé exactement à savoir combien rapportaient les cotisations COTAM de l'ensemble des retraites, des retraités qui sont donc à l'étranger. Première question. Et de l'autre côté, pour voir, j'ai demandé combien notre sécurité sociale, notre assurance maladie dépensait tous les ans pour ceux qui viennent en France utiliser la COTAM, c'est-à-dire pour des soins inopinés ou programmés pendant un court séjour. J'attends les chiffres. Mais vous voyez bien que si les chiffres sont déséquilibrés dans un sens ou dans un autre, ben il faudra appliquer une correction. Donc j'attends les chiffres et je vous tiendrai au courant pour savoir ce que ça donne. En tout cas, cette augmentation brutale de 1,7, sans rationnel derrière. Vous comprenez, s'ils me disent que les frais sont tellement énormes, il y a tellement de remboursements de soins maladie pour les gens qui passent en France, bon bah oui, bah dans ce cas-là, il faut faire quelque chose, c'est que le système était déséquilibré. Mais si les données que j'ai demandées me montrent le contraire, bah le 1,7, il ne va pas. Et puis d'abord, le 1,7, il faut qu'il représente un montant de dépenses supplémentaires, il faut qu'il corresponde à quelque chose. Donc j'attends les données, j'attends de voir si vraiment il y avait une justification derrière cette augmentation de 1,7. Je n'ai pas de préjugés, je n'ai pas d'a priori, mais moi je veux des faits. Et après, en fonction des faits, on voit s'il y a des décisions à prendre et laquelle. Donc aujourd'hui, suspension, remboursement des sommes prélevées en janvier-février. Pour l'avenir, donc déjà vous êtes sûr que jusqu'en juin, il peut rien d'autre ne peut arriver. Et à partir de juillet, bah, si j'observe que le système ne justifie pas qu'il soit renfloué, bah, il faut demander la suppression de la COTAM. Voilà, donc moi c'est comme ça que j'avancerai, avec logique. C'est la logique d'abord que j'utilise. Alors, autre question, alors toujours au sujet, alors là c'est de la CFE, attendez, oulala, il y a une grande question, il faut que j'arrive à la lire. Alors, la cotisation CFE déductible des impôts payés en France. On m'a posé la même question pour un autre versement, un autre paiement qui n'était pas la CFE. Alors, la difficulté par rapport à ça, je vois bien l'état d'esprit, je vois bien la logique, mais j'ai un souci par rapport à ça. C'est que là, on tombe dans une inéquité
très important parce qu'en fait, le nombre de Français qui payent qui sont à l'étranger, j'ai oublié de dire, le nombre de Français qui sont à l'étranger et qui payent un impôt en France, il est tout petit. Juste un chiffre à la louche, on a 230 000 foyers fiscaux qui présentent une déclaration au centre des impôts de Noisy-le-Grand, parmi lesquels il y a beaucoup d'étrangers, donc ce n'est pas 230 000 Français, c'est moins que 230 000 qui sont Français. Et de l'autre côté, j'estime à peu près, compte tenu des chiffres que j'ai recueillis, à peu près au minimum 700 000 foyers français à l'étranger. Donc vous voyez que 700 000 moins, allez, on va dire 200 000, il y a à peu près 500 000 foyers français qui ne payent aucun impôt en France. Et pourtant, parmi ceux-là, il y en a qui payent la CFE. Alors qu'est-ce qu'on fait pour eux? Si on demande une cotisation déductible pour ceux qui payent des impôts en France, on fait quoi pour ceux qui ne payent pas d'impôts en France? Vous voyez? Il y a un problème là. Donc il ne faut pas forcément... Je comprends l'idée, je comprends la logique. Ça marcherait si tout le monde payait des impôts. Ce n'est pas le cas. Donc on ne peut pas... En tout cas, mais il me semble qu'on ne peut pas, comme ça, dire à certains, ben là je vais vous faire je vais vous proposer un dispositif qui vous avantage, mais vos petits camarades à côté, ben, je ne peux rien leur proposer. Donc voilà, c'est pas forcément dans cette direction-là qu'il faut rechercher. Mais il n'en reste pas moins que pour certains nombres d'entre vous, il peut y avoir une double cotisation d'assurance maladie qui peut être impactante. Donc tout ça, je l'ai bien présent à l'esprit et comptez sur moi pour essayer d'étudier au plus près et de voir comment on peut proposer quelque chose. Donc c'est... Alors, j'ai pas eu le temps de lire tout le message qui était très 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 long. Alors, je vois ce que vous voulez proposer, Bertrand, pardon. Voilà, donc voilà, je vous ai fait une réponse par rapport à l'inéquité par rapport à d'autres, mais je vois bien la logique hein, qui se tient, c'est un raisonnement qui se tient. Donc en tout cas, imaginez des dispositifs qui permettent de relancer la machine CFE et au bout du compte, pour lui permettre d'avoir des tarifs plus attractifs et donc avoir un plus grand nombre d'adhérents, c'est clairement aujourd'hui la politique de la CFE. Pour ça, ils ont besoin de la loi. Ils ont besoin de notre travail de législateur pour y arriver. Donc c'est vraiment très important. Mais de la même façon, pour les Français qui sont, parce qu'ils ont des revenus en France, soumis à un impôt en France, et de ce fait, pour certains de leurs revenus, une CSG, là aussi, on voit bien qu'en France, il y a une partie de la CSG qui est déductible et une partie qui ne l'est pas. Quand on est non-résident, aucune partie de la CSG n'est déductible. Donc voilà, là aussi, il y a une question. Alors la CSG, j'ai plus le temps maintenant de vous en parler, mais j'ai beaucoup avancé dans la réflexion. J'ai encore un certain nombre d'experts à interroger. Voilà, et j'avoue que je trouve très intéressant, moi, d'arriver avec une certaine forme de fraîcheur. Je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas inspecteur des finances, et du coup, j'arrive avec un regard totalement neuf sur le sujet, sans aucun a priori. Et ben, je fais des découvertes qui ne sont pas inintéressantes. Voilà, j'espère, là nous sommes en avril, au mois de mai prochain, j'espère avoir des pistes plus précises à vous exposer. Là, je suis en train de faire un brouillon, d'esquisser les choses, mais j'espère au mois de mai avoir des éléments plus précis à vous donner sur la CSG. En tout cas, je peux vous dire que pour cette CSG, j'ai répondu à l'exigence du président de la République qui était remettre à plat. C'est quoi ces différents dispositifs? C'est quoi cette CSG? Et en quoi consiste-t-elle? Et donc, une fois qu'on a regardé un peu ce qui se passait, c'est là qu'on peut découvrir des choses étonnantes, et j'en ai découvert, et comment on peut arriver. Parce que ce que je peux en revanche vous dire, c'est que tous les arguments qu'on a entendus jusqu'à présent pour s'opposer à cette CSG, qui n'ont d'ailleurs pas marché, puisque l'État français n'a pas voulu reconnaître ses torts et s'est débrouillé pour emballer tout ça et conserver cette CSG, les arguments retenus me semblent critiquables, ne me semblent pas forcément être les bons. Et je pense qu'il existe d'autres arguments, et dont je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été utilisés, qui permettraient
de trouver une réponse adaptée et qui ferait l'unanimité de tout le monde sur cette CSG. Donc j'ai pu déjà échanger avec des spécialistes, notamment de fiscalité, aujourd'hui, et je pense que je suis sur une bonne piste, donc je vous en parlerai, j'espère avec de bonnes perspectives au mois de mai. Donc voilà, en tout cas comptez sur moi pour ne pas lâcher le morceau et continuer à explorer le sujet. Donc remis à plat, c'est fait. Une bonne partie de la fiscalité, elle est remise à plat. J'ai remis à plat l'exit tax, j'ai remis à plat, enfin tout un tas de dispositifs. Voilà, il me manque encore l'impôt sur le revenu que j'ai pas encore remis à plat totalement parce qu'il me manque des données. Donc j'insiste, j'arrive presque au bout. Si vous avez, comme là vous m'en avez donné, merci encore une fois pour les exemples que vous m'avez donnés de situations ou qui marchent bien ou qui marchent pas, ou auxquelles il manque des choses, des dispositifs, surtout écrivez-moi. Plus j'ai d'exemples concrets, plus ça m'aidera pour avancer dans les propositions. Donc vous voyez aussi que j'ai pas lâché l'affaire, que ce travail parlementaire est juste passionnant, et travailler pour vous et moi savoir, je vais vous raconter une histoire, il faut que je vous raconte quelque chose. Pour certains, je parle encore des retraités, mais parce que j'ai quand même beaucoup de retraités dans ma circonscription. J'ai été beaucoup interpellée au tout début de mon mandat par des retraités qui se plaignaient d'être prélevés sur leur pension de retraite à la CSG. Et puis, j'avais des discours très différents et je suis allée rechercher pourquoi certains s'en étonnaient. C'était pas clair, les questions qu'on me posait n'étaient pas claires. Donc moi je suis comme ça, je vais chercher les textes de loi, la réglementation pour savoir quelle est la règle. Qu'est-ce que je découvre là? Un truc que apparemment beaucoup ne connaissaient pas, y compris parmi certains de mes collègues parlementaires. C'est qu'en fait, les retraites de source française, quand on est à l'étranger, ne sont pas soumises à la CSG. Pour en être sûr, j'ai contacté les caisses de retraite pour leur dire, dites, le texte de loi, l'article, je le comprends bien comme ça, vous me confirmez, il n'y a pas de CSG pour les retraités? Oui, me disent les caisses de retraite. Je leur dis, attendez, dans ce cas-là, pourquoi certaines d'entre vous continuent à prélever? Moi, j'ai des retraités, j'ai des preuves, là, des retraités qui m'ont montré leur pension, qui m'ont envoyé des copies, ils sont prélevés à la CSG. Pourquoi vous faites ça? Et elles me disent, mais c'est peut-être parce qu'ils ont oublié de nous signaler qu'ils étaient à l'étranger. Qu'à cela ne tienne, et j'ai fait un courrier, c'était en septembre, je ne sais plus, c'était avant Noël, pour expliquer aux retraités qu'il fallait qu'ils signalent leur déménagement et que s'ils signalaient leur déménagement, ils ne seraient plus prélevés à la CSG, et non seulement ils ne seraient plus prélevés, mais on va les rembourser des sommes qui avaient été prélevées à tort depuis qu'ils avaient une pension de retraite. Et ben voilà, en début de semaine, je suis trop contente, ça m'a fait un plaisir immense pour lui. J'ai un monsieur retraité qui m'a envoyé un petit mot pour dire qu'il était super content parce que il avait fait la procédure. Moi, j'avais écrit une lettre type avec comment contester, comment demander le remboursement. Il a suivi mes lettres, il a utilisé mes courriers, il les a envoyés à sa caisse de retraite. Et il a reçu un remboursement, tenez-vous bien, presque 2000 € de remboursement de CSG indûment prélevé. J'étais drôlement heureuse pour lui. Ça m'a fait plaisir. Je me dis, là, voilà. Là, un travail de parlementaire, c'est un truc qui marche, c'est vraiment efficace et ça rend vraiment directement service aux gens. J'étais trop contente. Voilà, donc je suis très contente de partager ça avec vous et comptez sur moi chaque fois que... C'est pour ça que j'ai besoin de vos retours. Chaque fois que vous aurez une situation qui est étonnante, je vous l'ai toujours dit, les cas individuels, les passe-droits, ça, je ne fais pas du tout. Mais en revanche, quand je m'aperçois que j'ai un cas, je lis tout ce que vous m'avez envoyé. Et un cas, 2 cas, 3 cas, 10 cas. Au bout d'un moment, je me dis, non, là, il y a un problème. Ce n'est pas l'histoire de Monsieur Martin ou de Madame Dupont. C'est qu'il y a vraiment un problème. Et là, il va falloir que je regarde comment modifier les choses pour que, pour tous ces gens-là, les choses se fassent différemment. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, chaque fois que vous aurez des cas comme ça à me remonter, vous me les envoyez. Et je vous tiendrai au courant. Et comme toujours, si je ne vous réponds pas, dans les vraiment... Je veux bien que vous m'accordiez 3-4 jours, mais au-delà de 3-4 jours, c'est pas normal que vous n'ayez pas reçu de réponse de ma part. Donc je vous demande de ne pas attendre, de ni vous mettre en colère, ni d'être indulgent avec moi. Vous me renvoyez votre email que je n'ai donc pas pu lire. Alors, la CSG dont je parlais, c'est la CSG sur les pensions de retraite. La CSG à laquelle vous faites allusion 2012-2015, il s'agit, là je pense que vous parlez des revenus fonciers. Ça c'est autre chose. Moi j'ai juste avant le remboursement dont j'ai parlé, il s'agit uniquement
d'une CSG sur des retraites de source, des pensions de retraite de source française. Voilà. Il est déjà, pour moi, il est minuit passé de 2 minutes, parce qu'il est minuit à Montréal. Je ne sais pas encore très bien quelle heure il est chez vous les uns et les autres. En tout cas, j'étais ravie d'avoir ces échanges. J'attends encore une fois toutes vos remontées et je serai ravie de pouvoir continuer à échanger avec vous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, donc ça sera au mois de mai. Et au mois de mai, le prochain Facebook Live devrait avoir lieu. Alors, il va falloir que je calcule bien parce que normalement, je devrais être dans l'avion toute la journée du 7 mai, du premier samedi de mai. Ça fait rien, je me trouverai une solution et je resterai en contact avec vous. Donc, merci à tous d'avoir été présents et j'attends encore une fois vos témoignages, vos expériences et vos anecdotes personnelles pour pouvoir faire mon travail de parlementaire efficacement à vos côtés. Merci à tous et à très vite. Au revoir.